bonjour à tous, toutes et tous. Merci d'être là ce soir. Voilà, je me présente Clotilde Provençal, je suis artiste plasticienne et ancienne étudiante de l'école d'art puisque j'ai eu mon DENSEP en 2015. Alors, depuis quelques années, donc je développe effectivement un travail autour de toutes ces thématiques et je vais rappeler quelques œuvres que j'ai réalisées pendant que j'étais étudiante aussi, au cours de ma présentation. Donc, cette conférence s'intitule Rebirth ou l'infinie composition des mondes. Alors, Rebirth, c'est le titre de l'exposition qui est en cours à l'Artothèque, qui va se tenir jusqu'au 30 septembre. Donc, vous avez le temps d'aller la voir si vous le souhaitez. Et donc, cette présentation, elle a pour sous-titre L'infinie composition des mondes, qui est un titre que j'ai emprunté à Philippe Descola, donc qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La composition des mondes et qui parle de la question du point de vue et de la perspective qui aborde justement donc tout ce dont on a parlé et qui nous ramène aussi dans l'idée que le paysage en fait est une expérience complexe qu'il ne faut pas seulement comprendre mais vivre, c'est-à-dire traverser. Et donc voilà, je vais vous présenter un petit peu le cheminement de cette exposition et en même temps le cheminement aussi de ce travail. Alors là, j'ai pris quelques photos du vernissage. Donc sur ces photos, on voit bien sûr Colette qui est commissaire d'exposition, donc qui m'a accompagnée au cours de ces 9 longs mois pour essayer aussi de démailler en fait le nombre de questions qui se posaient, puisque j'ai des œuvres qui peuvent partir un petit peu dans dans plusieurs directions. Donc son aide a été extrêmement précieuse. Et donc, elle a écrit un texte qui est en créole, qui présente en fait l'exposition. Et cette exposition, donc, il était très important que l'entrée se fasse en créole, bien sûr, puisque c'est la langue du territoire, mais elle parle plusieurs langues, puisque le titre est en anglais. Rebirth ne veut rien dire, mais c'est un terme poétique qui invite aussi à s'interroger sur des consonances similaires comme rebirth ou reburn, qui vont parler en fait de toutes ces thématiques de la régénérescence qui vont être abordées dans l'exposition. Et la question du langage, elle est pour moi elle est très très importante puisque c'est une forme complexe aussi d'expérience du territoire. La plupart de mes œuvres sont dans plusieurs langues. Voilà, je passe d'une langue à l'autre au gré en fait du sens que l'œuvre prend. Je passe même également, il y a une œuvre qui est aussi une œuvre en latin, donc voilà, qui est la langue un peu des scientifiques. Donc voilà, donc ça c'était aussi une chose importante que je voulais souligner. Et le personnage qui lit le texte que vous voyez, que je considère être un chaman, mais qui en réalité est un artiste funkezer qui est aussi un étudiant de l'école d'art et qui va travailler beaucoup sur la question de l'animisme et l'oralité, justement, donc toujours cette question du langage à travers la matérialité de ses sculptures. Donc, c'est quelqu'un qui a un travail que je trouve extrêmement intéressant et on va le voir. C'est une rencontre qui a été à l'origine d'une œuvre importante présentée dans l'exposition et déclinée en de nombreux fragments. Alors, on entre dans l'œuvre par une cartographie. Donc, la cartographie, c'est pour moi quelque chose qui me permet de comprendre où je vais. Alors, parfois, ça complexifie encore plus les choses. Mais cette cartographie-là, en tout cas, elle est présentée pour déambuler dans l'exposition. Alors, elle se compose de territoires inventés, imaginaires, et de mots qui les composent et qui relient
ces différents endroits. Donc, nous traversons l'exposition comme nous naviguons à travers l'océan et les différentes œuvres qui sont présentées, en fait, renvoient des sémantiques, voilà, s'interpellent les unes avec les autres à travers plusieurs thématiques. Donc, que vous pouvez voir ici, celle du geste, de la régénérescence, de l'hybridité, de l'acclimatation, du pli, qui est aussi un moyen de déplier une carte ou de replier une carte. Et cette cartographie, elle est présentée à côté d'une pièce que j'ai récupérée à l'hôpital, au CHU de Belle-Pierre, lors d'une résidence. Alors en fait, je vais revenir un petit peu sur ces résidences par la suite, mais je trouvais que cette pièce qui s'intitule à reformer ou à réformer, en tout cas c'est une pièce sur laquelle il est écrit à reformer, fait partie d'un stock c'est un déchet de l'hôpital qui était censé être évacué et qui a servi à ressouder un corps brûlé. Je trouvais que c'était une pièce extrêmement éloquente qui est en plus composée d'une matière thermaformée, donc c'est-à-dire qui prend la forme de celui qui la porte et qui se présente sous la forme. Elle me faisait penser à une espèce d'uniforme de marine. Et je trouvais très à propos de la mettre à côté de cette carte. Voilà, donc on va continuer cette exposition. On va rentrer. Et d'abord, alors oui, pour revenir un petit peu sur la cartographie, cette cartographie, c'est la troisième, c'est cartographie 3. Je vais revenir un petit peu sur ces cartes mentales. Je parlais du langage tout à l'heure. En 2016, j'ai réalisé une première cartographie qui s'intitulait Les continents hybrides, qui était sous forme de performance, et il était question d'aborder la notion d'hybridité avec le public à travers 5 questions, enfin une série de 5 questions par thématique de l'hybridité. Donc, c'est une performance qui a duré un certain temps. Elle a commencé à 7 heures, elle s'est terminée à minuit. Il y avait beaucoup de questions qui ont été posées. Et à chaque fois que les gens répondaient aux questions, moi, j'écrivais des mots et je remplissais cette carte avec ces mots. Et donc, je reformais des grands continents, ce que j'ai appelé des continents de l'hybridité, qui étaient ceux de l'identité, de la monstruosité, de la biologie, du remix, c'est-à-dire de la fusion entre les arts, et bien sûr du processus de créolisation. Donc ensuite, il y a eu une deuxième cartographie qui s'intitulait Tropique du Capricorne, qui se présentait sous la forme d'une grande fresque. Et elle a été présentée à la Cité des Arts à l'issue de la résidence que j'ai menée pendant 6 mois au CHU, une résidence de recherche. Et elle rapportait un petit peu aussi tous les mots traversés au cours les mots rencontrés dans l'hôpital, mais aussi ceux qui évoquaient le déplacement. Et donc, c'est une carte un peu alchimique, celle-ci, donc qui faisait aussi évoluer dans un univers entre science et art, et qui s'intitulait Tropique du Capricorne, et qui jouait un petit peu aussi sur la question de cosmogonie, voilà, donc qui reprenait ces thèmes-là. Alors, quand on entre dans la grande salle, on trouve en fait toute une série de peintures. Donc, celle que vous voyez, c'est un détail. Et cette série de peintures s'intitule Dévoration pétillante. Elle représente en fait un homme qui dévore un coq fragment par fragment et le recrache entier. Alors, cette séquence, en fait, qui va représenter cette scène, à l'origine, c'est un rêve. C'est un rêve que j'ai réalisé que j'ai fait quand j'étais en résidence donc à la Cité des Arts en 2019. Donc, mon atelier jouxtait celui du fond de Kaiser que je vous ai présenté tout à l'heure, Azawa, voilà, donc ça, on le voit dans son atelier.
Et j'ai fait ce rêve-là. Et dans ce rêve, il y avait donc un homme qui était une sorte de samouraï. Donc, il aurait pu être Forrest Whitaker dans Ghost Dog, qui dévorait ce coq sur une nappe à carreaux rouge et blanche, celle du tableau de Pierre Bonnard, que l'on voit représenter ici avec une perspective très frontale, et qui nous invite quelque part à sa table. Voilà, donc ce personnage avec le chien à côté nous invite à sa table. Et ce rêve, alors ce rêve, je ne vais pas vous montrer le triptyque tout de suite, je vais vous raconter les étapes. Donc ce rêve, il fait donc appel aussi à la question de la dévoration, qui est une thématique qui m'intéresse beaucoup, qui va être développée par un Brésilien, Eduardo Viveiros de Castro, qui est un anthropologue, qui est dans la lignée de Philippe Descola et qui va essayer de porter une attention à l'idée que nous faisons partie d'un monde, que nous, en fait, voilà, il va travailler sur la question du multiperspectivisme, c'est-à-dire que nous appartenons tous à un monde que nous construisons. Donc, c'est notre regard qui construit le monde, mais il n'y a pas qu'un seul regard, il y a une multiplicité de regards. Et ce regard est avant tout porté par celui et porté par un corps, c'est-à-dire que la pensée que nous avons sur le monde ne peut être qu'incorporée, ne peut venir que de notre propre façon d'ingérer les images quelque part, en reprenant cette métaphore cannibale qui fait partie aussi de la culture amérindienne. Donc cette question de la dévoration, c'est une question qui est assez partagée par de nombreux penseurs, qui apparaît aussi à travers le personnage de Gargantua dans le roman de François Rabelais, dont on voit ici une représentation par Gustave Doré. Et puis, donc cet ogre, ce personnage imposant, il va être aussi repris dans la représentation picturale, par exemple, de Botero, notamment. Je ne sais pas si vous connaissez son travail, qui est un Colombien. Donc, on est ici vraiment dans cette pensée animiste amérindienne. Et donc, moi, je me suis intéressée du coup à cette manière de se nourrir, de ce côté de cette question de la nutrition, puisque l'idée de se nourrir, c'est aussi de rendre à la terre, aussi, quelque part, c'est se nourrir de la terre et rendre à la terre. Et donc, j'ai porté une attention à la manière de se nourrir, par exemple, en découpant en fait un repas en une multitude de gestes, donc, dont on voit un détail à droite qui s'intitule la zèle, mais donc le coq est dévoré selon une sorte de rituel, donc qui commence par la tête, puis la zèle, puis la cuisse, puis la patte, puis l'oseau. Donc les titres sont en créole et cette dégustation dévorée fait appel aussi à la pratique du pique-nique réunionnais. Alors, attendez, je vais un peu vite. Du pique-nique réunionnais. Alors, est-ce qu'on voit une image? Bon, j'en parlerai un peu après, qui est une pratique où l'on se déplace, où l'on déjeune en famille. Donc, on va dans un espace que l'on partage avec les non-humains, les plantes, les animaux. Voilà, donc cette mise, en fait, cette remise du repas dans le paysage, elle était importante. Et c'est pour ça que le paysage que vous voyez à l'arrière est un paysage dont on ne sait pas si c'est un paysage intérieur, une fresque dessinée, ou un paysage extérieur, un bois, une forêt. Donc voilà, donc on va un petit peu continuer. Alors, à l'issue en fait de cette je vais peut-être revenir un peu sur le panneau central que l'on voit ici. Vous le voyez un peu au loin. Donc, c'est un grand triptyque. Donc, vous voyez le détail que je vous montrais tout à l'heure.
et entouré de deux panneaux, l'un à gauche qui présente cet homme en train de manger et à droite cet homme en train de plier une feuille de banane qui est aussi une assiette créole bien connue que l'on utilise aussi en Inde ou dans la plupart des pays de l'océan Indien. Donc, ce repas a été réalisé. Alors, je vais revenir aussi sur l'enterrement du coq. Donc, cette séquence, en fait, elle a été réalisée par Azawa. Et au départ, quand j'ai voulu peindre cette séquence, je ne savais pas si j'allais en faire une vidéo ou une peinture. Donc, je l'ai filmée. Et donc j'ai gardé les images, j'en ai prélevé un fragment que je vous présenterai tout à l'heure je me suis dit qu'il était plus intéressant puisque j'avais eu aussi ce rêve en lien avec Pierre Bonnard de le réaliser sous forme de peinture. Et à la fin de cette performance filmée donc par le fundraiser, nous avons rendu hommage au coq. Enfin, c'est quelque chose qui était important pour lui parce que en fait, il est végétarien. Il a réalisé cette performance. C'était un acte, une performance artistique, une vraie performance artistique. Et là, on voit le tableau dans l'exposition. Et à côté de ce tableau est présentée une petite vidéo qui s'intitule La nappe, que je vais peut-être vous présenter maintenant. Alors, est-ce Alors, en fait, cette vidéo, elle va parler des lignes, en fait, des lignes du territoire, qui sont les lignes tracées par la nappe à carreaux rouges et blanches, qui dessinent des perspectives plus ou moins rapprochées, comme on le voit sur le panneau de droite. Il y a un gros plan sur le personnage. Et donc, ce qui m'a intéressée, c'est de travailler en fait sur, sur ces lignes croisées qui représentent en fait un damier. Le damier qui est un motif récurrent ici dans l'iconographie du patrimoine réunionnais qu'on retrouve dans les cases créoles, sur le plan des villes, notamment les villes coloniales sont souvent des villes en damier. On le retrouve aussi au niveau du carreau de Cannes, donc c'est un motif assez récurrent. Donc, ce qui peut se passer sur une nappe, en fait, c'est aussi ce qui peut se passer dans un territoire élargi. Donc, on est dans cette question du dehors et du dedans également à travers ce motif. Et donc, la nappe, pour moi, était aussi un moyen de secouer ces lignes, de déplacer un peu l'histoire des lignes, justement, de les brouiller, de les agiter, de les mélanger. Ce tableau pose des choses très carrées. D'ailleurs, les formats sont carrés la plupart du temps. Et il s'agit voilà, de jouer avec ces formes. Donc ce travail, pour moi, il prend aussi
sa place dans une histoire de l'art à La Réunion à travers des travaux d'autres artistes réunionnais. Alors, on pourrait aussi citer Dominique Ficot, qui a beaucoup travaillé sur le thème du filet, donc qui a déployé de grandes installations dans l'espace. Mais sur ces motifs rouges et blancs, on peut aussi citer le travail de Louis Pavageau, dit Lignes rouges, qui a fait tout un travail à partir des bandes que l'on met devant les scènes de crime, devant les. Enfin, voilà. Il a travaillé sur l'interdit en rouge et blanc et toutes les lignes d'émancipation également. Et Louis Pavageau, qui nous a quittés trop récemment, était parti au Brésil et avait aussi tout ce questionnement sur la notion cartographique des orientations, des repères, donc en reprenant cette carte qui a dit que le nord est en haut. Donc c'est toute une histoire de carte qu'il a pu reprendre. Donc vous la verrez aussi à la Cité des Arts puisqu'elle a été, réalisée en céramique par Hugues van Melkebeke. Voilà, il y a toute cette question-là. Donc c'est un artiste de l'ERCA, donc c'est l'ERCA qui est un espace de recherche en art actuel dont je fais aussi partie. Alors, ce travail de dévoration pétillante, il va convoquer également la question de la monstruosité qui est un thème qui est récurrent dans mon travail, monstruosité parce que, bon, nous sommes tous des monstres quelque part. Nous avons vécu une histoire peut-être aussi monstrueuse, et le propre du monstre, c'est aussi de faire apparaître, voilà, de faire résurger des choses que l'on ne veut pas voir peut-être. Donc en fait, cette question du monstre, je l'ai abordée aussi à travers une pièce qui s'intitule Minotaure que j'avais présentée pour le DENSEP en 2015, qui est une œuvre collaborative que j'ai réalisée avec le Muséum d'histoire naturelle. Et qui est une installation assez colossale, hein, elle fait 2,20 m de haut et qui reprend en fait, qui imagine un buste de Minotaure, le Minotaure qui est une figure de la mythologie grecque, mais qui est aussi une figure que l'on va retrouver dans de nombreuses sociétés. Notamment l'Inde, l'Afrique. Enfin, bon, il y a beaucoup de. L'homme taureau est vraiment un personnage que l'on retrouve dans beaucoup de mythologies. J'avais voulu faire cette pièce parce qu'il me semblait que c'était un emblème intéressant pour parler de cette hybridité entre nature et culture. Le fait de la rendre extrêmement réaliste, donc c'est une œuvre réalisée en taxidermie, c'est de la vraie peau de taureau posée sur une sculpture en polystyrène. Et le fait que l'on puisse s'en approcher de très près était quelque chose d'important pour qu'on puisse aussi s'identifier quelque part ou avoir une espèce de sentiment d'altérité avec cette créature qui est à la fois imaginaire et pourtant si réaliste. J'avais aussi travaillé cette question-là à travers une créature que j'avais voulu faire, que j'ai fait flotter. Donc c'est à travers aussi un autre mythe qui est celui d'Ophélie, qui est un mythe qui est aussi repris par de nombreux artistes à La Réunion, qui est une créature qui descend le courant des rivières, qui a été chantée par Rimbaud, qui est une sorte de muse voyageant, reliant en fait. C'est un personnage, c'est une femme qui se suicide et qui se jette dans la rivière et qui est représentée donc en symbiose avec la nature. Donc de nombreux peintres et poètes l'ont chanté et représenté de cette manière, toujours pour nous réincorporer dans le vivant. Et donc moi, j'en avais fait une créature un peu vivante que j'avais lâchée dans une rivière
sous la forme d'une longue chevelure et que j'avais filmée, voilà, évoluant au gré des remous. Donc cette figure du monstre, elle renaît dans cette exposition euh, à travers ce personnage colossal qui dévore un coq et également dans l'œuvre Acclimatation, qui est un leporello, donc, dont on voit un motif ici, un des motifs du leporello, et qui présente une longue liane. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le voir? Je ne sais pas si on le voit avant. Voilà, on le voit ici. Donc, on le voit ici au niveau de, voilà, dans la vitrine blanche. Donc, c'est un leporello qui se lit sur les deux côtés. Donc, on peut en faire le tour et qui parle un petit peu de la question de l'acclimatation que j'ai développée lors d'une résidence au domaine de Beaubassin en 2021. En partenariat avec l'ERCA et qui m'a amené en fait à développer les pièces que vous allez voir par la suite et qui permet de voir aussi tout ce que l'on peut éprouver lorsque l'on se déplace. Cette idée à travers cette grande liane qui évolue, se transforme, mute, se dégénère, enfin se fortifie, s'hybride. On a un petit peu tous les questionnements que l'on peut se poser lorsque l'on est en migration. Donc là, on retrouve la question de l'oiseau à travers cette notion de migration. Et cette question d'acclimatation, elle revient. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir la lancer. Je trouvais intéressant de reparler de ce pli, puisque le pli, c'est quelque chose qui, comme je vous le disais tout à l'heure, intervient dans la question de la cartographie. On le retrouve dans le troisième panneau du triptyque Dévoration pétillante. Et on le déplie aussi dans le leporello, comme on déplierait un espace. Alors, cette question de l'acclimatation, alors tout à l'heure, je l'ai intitulée Florebo quocumque ferar. Je vous disais que je parlais latin aussi de temps en temps. Alors ça, c'est la devise en fait de la Compagnie des Indes qui signifie je fleurirai là où je serai mise. Et cette question de l'acclimatation, elle m'a beaucoup intéressée parce qu'à la fois on s'acclimate à quelque chose, c'est-à-dire que l'on dépasse aussi, ça fait appel aux notions de résilience, mais l'acclimatation, ça a été aussi une histoire violente où on a acclimaté des espèces pour des espèces végétales, animales et humaines, puisque c'était ça aussi la devise de la Compagnie des Indes, et qu'il fallait développer des plantations, un commerce et bien sûr un négoce. Donc c'est une notion que je trouve très riche et aujourd'hui qui prend tout son sens aussi avec la question du changement climatique et qui nous soumet aussi qui nous interroge aussi sur la manière dont il va falloir que comment nous allons nous acclimater, comment nous allons changer vraiment notre manière de regarder le monde. Et donc voilà, ça suppose aussi se rappeler de ce qui a été et de connaître un petit peu aussi l'histoire de la circulation, de la migration des espèces dans le monde. Donc, nous poursuivons l'exposition. Nous entrons là dans la troisième salle. Et dans cette salle, on retrouve le texte en français cette fois qui présente l'exposition, texte écrit, rédigé par Colette Pugnat. Et la salle est plus petite et on va vers quelque chose de plus intime à travers cette question de la migration. On va toucher l'enracinement cette fois. Et là, nous nous trouvons devant une vidéo
que je ne vous présenterai pas, je vous laisserai la voir, qui nous montre une femme en train d'essayer d'arracher un pied de vétiver. Et ce geste est absolument vain. Elle essaie, elle n'y arrive pas. Et lassée, elle finit par se laisser bercer par la plante et accompagner ses mouvements. Donc, c'est une vidéo qui est très lente, euh, qui est qui a un son assez léger, où on entend quelques craquements, euh, et qui bien sûr questionne cette idée de qu'est-ce que c'est que des racines, où cela va et où elles se rencontrent. Alors, on voit aussi, donc cette question-là, c'est une question de geste. Donc, le geste est retravaillé dans de nombreuses pièces chez moi, parce que c'est un sujet très, très important, puisque c'est la manière dont euh, donc, vous l'avez vu tout à l'heure, je voulais vous présenter ce dépliage du Leporello, les gestes que va faire Azawa quand il va manger. Il fait des gestes différents, il mange de manière différente, il a des expressions différentes. Donc le geste est quelque chose qui va nous faire rentrer dans la question de l'attention et du soin. Et cette question du geste, je suis allée l'explorer donc au CHU de la Réunion en 2018, lors d'une résidence qui a duré à peu près 9 mois aussi, qui a été très longue et donc je suis allée dans chaque service, je suis allée discuter avec des soignants, des patients, je suis allée au service endoscopie, au bloc, à la morgue, absolument partout. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir et d'entendre et d'écouter aussi que l'on me parle des gestes de soins, pour essayer de voir en quoi ces gestes avaient une portée esthétique, un intérêt aussi dans la déclinaison plastique et sémantique de mon travail, qui interroge toujours des choses, des questions très cliniques. Hein, c'est toujours un regard très clinique que je porte sur le monde. Donc, à la fin de cette résidence, a été restituée une installation sous forme de labyrinthe qui reprenait ces gestes lettre par lettre, comme un abécédaire de gestes. Donc, on avait par exemple A, anesthésié, B, biopsié, et chaque univers autour de ce geste faisait l'objet d'une carte mentale, d'une carte de mots, donc que j'agrémentais aussi de dessins, et qui était présentée sur une grande lame de verre à hauteur humaine. Euh, euh, donc, euh, et qui dépliait aussi l'espace voilà, comme une sorte de carte en fait. Alors, cette traversée de l'hôpital, cette exploration, j'allais dire, de l'hôpital, elle a ouvert aussi une nouvelle réflexion plastique sur la manière de voir, la manière de soigner, la manière de collaborer, puisque alors ce n'était pas la première œuvre collaborative. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais travaillé aussi avec le Muséum d'histoire naturelle. Donc le geste, c'est aussi entrer dans une pratique collaborative et qui fabrique aussi tout mon travail. Et donc là, notamment, au cours d'une exploration du service endoscopie, j'ai pu avoir accès à une petite vidéo, une petite trachéoscopie que m'a donné le médecin. Et je me suis rendu compte, en fait, à travers les gestes qu'il faisait pour explorer le corps, en fait, on était comme dans une exploration d'un paysage. J'ai trouvé ça assez fascinant. Donc, j'ai repris, en fait, cette vidéo et je l'ai fragmentée en coupes. Et j'ai dessiné ces coupes et je les ai gravées comme les naturalistes
explorateurs qui voyageaient un peu dans le monde entier pour apporter ce qu'ils rencontraient et qui était très différent de ce qu'ils avaient chez eux, voilà, ce qui les étonnait. Donc, cette espèce de cabinet de curiosité qui a été constitué surtout en Europe, hein, c'est vraiment une pratique très européenne. Donc, que l'on retrouve ici, voilà, donc il y a 12 paysages intérieurs, 12 petites trachéoscopies qui sont présentées à l'intérieur d'un cercle, motif qui revient également comme le carré, et euh, voilà, dans lesquels on peut se projeter ou projeter un imaginaire. Alors, cet endoscope, je l'ai également utilisé pour réaliser une vidéo qui s'intitule « Tout brûle dans leur fauve » et qui, cette fois, ne va pas explorer le corps humain, mais va explorer le paysage. Donc, l'idée, c'était de créer une sorte de correspondance entre une exploration du paysage, à l'intérieur du paysage. Donc, je suis allée avec mon endoscope à l'intérieur des mousses, sous la terre, dans les anfractuosités de la roche. Donc, je suis allée à plusieurs endroits pour ça. Et j'ai compilé un petit peu cette vidéo avec un son que j'ai aussi créé en fonction des images. Et l'idée, c'était de mettre ces images en correspondance avec des images prises à la surface du corps. Donc, en fait, on est dans voilà, une, une approche du paysage qui fait aussi appel au sens. Et donc, cet appel au sens, je le reprends à travers un vers de Stéphane Mallarmé, qui est extrait de L'après-midi d'un faune. J'ai pensé en fait tout de suite à ce poème parce que l'image de l'endoscope, enfin que rend l'endoscope, c'est une image brûlée, l'endoscope médical. Je parle de l'endoscope médical puisque l'image est calibrée pour aller à l'intérieur du corps, donc elle désature complètement dès que l'endoscope est extrait du corps, les images sont brûlées, il y a trop de lumière. Et je trouvais intéressant de parler de cette... et ça crée vraiment une lumière particulière. Le paysage est complètement brûlé, en fait. Et donc, et donc nous alerte aussi sur des problématiques qui sont contemporaines, qui sont celles de la sécheresse, des incendies de forêt qui sont réalisés dans des buts productivistes en général. Pour faire pousser du soja, on détruit des forêts primaires, on brûle des forêts primaires. Donc en fait, cette question du paysage, à travers ce geste de soin, c'est comment, voilà, il y avait tous ces éléments qui intervenaient juste à travers cette image qui prend soin. On parlait du paysage qui prend feu, on parlait du fait que nous sommes dedans aussi, quoi. Alors, ce lien au paysage, il intervient de manière visuelle, mais également sonore, puisque de la même manière que je compose mes images dans mes vidéos, je compose aussi mes sons la plupart du temps, que je fabrique à partir de captations prises dans les forêts. Je récupère aussi des sons médicaux, des sons de machines, des sons d'insectes. J'essaie voilà, de créer une sorte de symphonie du vivant quelque part, mais une symphonie un peu hybride, un peu étrange, voilà, qui n'est pas complètement naturelle. Qui est un peu artificielle. Et donc, cette sonorité du paysage, je l'ai aussi abordée à travers la série de photographies Grésillement, qui présente des motifs photographiés. Donc, je suis allée à Piton-Fougères. Et donc, j'ai photographié certains des motifs qui me semblaient appeler un certain son. Donc, on voit qu'il y a des formats différents. Donc, celui de droite, par exemple, me faisait penser à un grésillement parce qu'on avait ce lichen qui partait dans toutes les directions. Donc, j'ai retravaillé un peu l'image comme ça, en saturant l'image, en la chauffant aussi.
Et, chaque disque, en fait, représente euh, une intensité de son plus ou moins importante. Donc, le petit son de l'orchidée qui tintinabule et le son, le bruit du vent dans les branches qui est assez fort. On le retrouve sur le panneau en haut à droite. Alors euh, après cette salle, on va se trouver dans une petite salle qui va présenter un travail qui a commencé en 2019 et qui s'est achevé juste là. Donc c'est un travail de longue haleine et qui s'intitule Dialysis. Alors Dialysis, au départ, c'est une visite dans le service de dialyse de l'hôpital du CHU, du CHU de Saint-Denis. Et en sortant de ce service, j'avais déjà tout de suite l'idée que nous vivions vraiment de manière interconnectée les uns aux autres, aux machines. La question du vivant était précieuse et nous avions les moyens de pouvoir vivre, de pouvoir prolonger la vie. Donc ça, c'était grâce au système de dialyse. Donc ceux qui ne savent pas ce que c'est que la dialyse, je vais quand même préciser. C'est lorsque nous avons un problème de rein. Le rein ne fonctionnant plus, notre sang s'intoxique. Et donc, si nous ne changeons pas complètement le sang de notre corps, nous mourrons, tout simplement. Donc, en fait, la dialyse, c'est quelque chose qui existe, qui existe maintenant. C'est une technologie de pointe qui permet de sauver de nombreuses vies. Donc, c'est une pratique qui est réalisée plusieurs fois par semaine pour les patients qui en sont tributaires. Et cette question de la dialyse, elle amène aussi à s'interroger sur notre relation au vivant, dont nous sommes nous aussi tributaires. Nous sommes vraiment dépendants de cette relation. Voilà, nous faisons partie d'un tout, d'une planète. Et donc, j'avais commencé à réfléchir à la manière, je m'étais dit, ça serait intéressant de visualiser ces appareils de dialyse dans la forêt et puis de faire des photographies parce que je trouvais le contraste important, intéressant entre ce côté très clinique de la machine et puis un environnement vivant très complexe. Donc je suis partie à Bélouve. Et puis, à Bélouve, on avait une forêt très horizontale. Et pour pouvoir poser ces instruments, je cherchais une forêt verticale. Donc, je l'ai cherchée pendant un petit moment. C'était pendant la période du Covid. Donc, j'ai exploré plusieurs forêts. Et puis, j'ai trouvé celle que je cherchais. Elle était au domaine de Beaubassin. Et c'était une forêt de niaouli. Le niaouli, c'est un arbre qui a des vertus thérapeutiques et qui a une peau, une écorce qui ressemble à une peau ou comme une espèce de papier, donc qui est un arbre qui a une consistance à la fois assez vulnérable et, voilà, je trouvais ces arbres étranges. Et ce sont en plus des arbres qui ont été déplacés puisqu'ils viennent de Nouvelle-Calédonie. J'aimais bien l'idée que on travaille dans ce jardin d'acclimatation aussi. Alors, suite à ça, j'ai fait alors, donc, je reviens un petit peu en arrière. Donc, j'ai trouvé cette forêt, j'ai fait une petite vidéo de test et je me suis dit que quand même, là, il fallait vraiment organiser une vraie dialyse pour que ça prenne tout son sens, pour que en fait, la question du geste soit présente. Et donc là, j'ai contacté un centre de dialyse, un premier centre de dialyse, pour leur demander si on pouvait travailler ensemble avec les infirmières. Et j'avais écrit tout un petit scénario, un synopsis, qui présentait une dialyse un petit peu extraordinaire, un peu magique, qui se passait dans la forêt et qui dialysait des arbres au lieu de patients. Et donc le centre m'a dit oui, puis il m'a dit non.
Et il a fallu voilà, Donc, ce sont des dossiers qui sont assez lourds, hein, qui se font dans le cadre de partenariats. Voilà, en général, quand les artistes travaillent dans les hôpitaux, tout ça est très, très encadré. Donc, ce sont de longs dossiers, beaucoup de rencontres, un accord aussi. Alors, moi, j'ai travaillé dans le cadre d'un partenariat culture-santé entre l'ARS et la DAC de La Réunion. Et j'ai trouvé donc le deuxième centre de dialyse que j'ai contacté. Donc le premier n'a pas pu le réaliser parce qu'ils étaient en restructuration d'effectifs. Mais le deuxième a été totalement emballé et donc on a décidé de réaliser ce film qui présente cette dialyse. Et donc voilà, c'était une grosse organisation. Donc on voit en haut l'acheminement des générateurs. Ça, c'était vraiment une épopée parce que c'est très difficile de trouver des déménageurs. Donc ils étaient nombreux parce que ce sont des générateurs qui sont très très lourds. On les a emmenés dans la forêt et là, alors là, les photos que vous voyez ont été prises par Nelson Navin, qui est un photographe qui était là sur les lieux du tournage. Donc il y a une petite série de photos qui présentent un peu le making-of de la vidéo. Et donc, on a tourné ensemble. Alors là, il y a vous voyez cinq actrices, en fait, qui sont des patientes, des soignantes de la SDR, infirmières et aides-soignantes. Et donc, ce qu'elles montrent en bas à droite, c'est un drone avec lequel j'ai travaillé. Donc, voilà, donc en fait, la vidéo a été tournée, donc euh, il y a eu un grand festin. Enfin voilà, c'était 2 journées assez magiques, je dois dire. Euh, donc ça a duré 2 jours et donc c'était des moments assez forts. Euh, et, euh, et donc à l'issue de ce tournage, il y a eu toute une période de montage. Euh, que j'ai réalisé en assemblant différents rushs, donc les rushs que j'avais pris. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure du multiperspectivisme, donc dans la vidéo, j'ai tenu à ce qu'il y ait plusieurs points de vue, enfin, plusieurs plans. Donc, certaines scènes ont été tournées avec un drone, d'autres avec une caméra à l'épaule, d'autres avec des plans fixes. Donc, parfois, je refaisais la scène plusieurs fois voilà, pour avoir des plans riches avec vraiment des points de vue différents. Et l'idée était de présenter une installation vidéo de sorte que l'on se sente immergé dans les images. Et donc cette installation est présentée dans la petite salle, voilà, au fond de l'exposition. Voilà. Que je peux peut-être vous présenter le film déplié.
voilà, donc voilà, je vous laisse sur cette dernière image. Euh, je voulais conclure sur le fait que voilà, donc cette exposition, enfin, enfin, ça a été le fruit vraiment d'un travail, d'un long travail de production, c'est vrai, mais en fait, la plupart des pièces qui ont été présentées sont vraiment des pièces qui n'auraient pas pu être réalisées sans collaboration. Donc, vraiment, le cœur des thèmes que je développe à travers l'hybridité, notamment l'interdisciplinarité, c'est vraiment aussi la collaboration, c'est-à-dire travailler vraiment avec des regards qui ne sont pas des regards d'artistes. Voilà, les regards du soignant, les gestes du soignant, ce sont vraiment des regards qui sont très différents et c'est ça qui est intéressant dans ces images. Ce ne sont pas des actrices, ce sont des soignantes. Donc, ce sont des vrais gestes, même si le scénario est un petit peu magico, un petit peu transformé, on va dire, et que les dialyses ne se passent pas exactement comme ça en réalité. Et puis, il faut savoir aussi que, alors je vais, hein, c'est moi, c'est moi qui fais ça. C'est marrant. Voilà, donc j'ai une petite photo aussi parce que j'ai quand même été bien aidée pour le montage de l'exposition par Dora et Kovalan. Donc, comme ils sont là aujourd'hui, je tiens à les remercier vraiment, vraiment du fond du cœur parce que ça a été un très, très gros travail. Alors, on se voit pendant toute la montée, toute la durée du montage de l'accrochage. Donc, voilà, tout- toute la scénographie que vous avez pu voir, c'est des heures passées à faire des calculs pour que tout soit droit, en ligne. Voilà. Notamment, je pense aux trachéoscopies et au paysage sonore de grésillement. Donc, ça a été un travail de longue haleine, on va dire. Donc, merci beaucoup. Merci à vous deux. Et puis voilà, et puis vous voyez tous ceux qui sont là. Voilà, c'est aussi des partenaires. Alors, il n'y a pas le domaine de Beaubassin, d'ailleurs, j'ai oublié le logo du domaine de Beaubassin, mais qui nous a accueillis, voilà, qui a accueilli aussi, qui a été l'écrin de nombreuses œuvres présentées dans l'exposition. L'ERCA, qui est un centre de recherche en art voilà, qui a une longue histoire aussi et voilà, qui est très, très important aussi dans l'accompagnement de tous ces projets. Euh, voilà, la région, le département, la SDR. Et merci Colette d'avoir été là encore. Merci à l'École d'art de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci Clotilde pour cette présentation que j'ai trouvée très fluide, très claire. Voilà. Et puis du coup, ce serait bien de rentrer dans l'arène et de la cuisiner un peu. L'espace de l'arène est un espace qui est cher, je crois, qui plaît beaucoup à Clotilde. Voilà, donc c'est à vous maintenant, si vous avez des questions ou des remarques. Voilà. Voilà, bonjour, alors moi je m'appelle Cathy, donc on se connaît très bien avec Clotilde puisque nous sommes amis aussi dans la vie et dans le monde de l'art. Une question que je voulais poser, c'est est-ce que les projets de départ ont été, enfin, ont beaucoup bougé par rapport à ce que tu restitues aujourd'hui, parce qu'on voit qu'il y a un très long parcours entre l'élaboration, la réflexion, l'association aussi des œuvres. Mais chaque œuvre, elle a demandé, comme tu le disais, par exemple, tout à l'heure, je prends l'exemple du triptyque Dévoration pétillante. Je ne dis pas de bêtises pour le titre, Madame la commissaire. Et,
Au départ, ça devait être une performance, puis bon, tu es passé par plusieurs scénarios, et au fur et à mesure, l'œuvre s'ajuste à la sémantique, s'ajuste à l'objectif que tu lui destines et à tes références. Et donc, je voulais savoir si sur l'ensemble, tu avais des œuvres qui avaient vraiment beaucoup bougé et certaines beaucoup moins, par exemple. Alors, c'est vrai que Dévoration pétillante, c'est vraiment des petites boîtes les unes dans les autres, comme des poupées russes. Parce que au départ, c'est un rêve, ensuite, c'est une performance, ensuite, c'est une vidéo, et après, ce sont des images peintes. Donc, voilà, c'est. Voilà, tout rebondit, en fait, d'un média à un autre. Donc, voilà. Oui, donc ça évolue, effectivement. Après, l'idée, c'est d'avoir l'image au plus juste. Après, pour d'autres travaux, c'est un petit peu des grésillements. C'est quelque chose qui est arrivé aussi en travaillant mes vidéos et le son et la vidéo. Et je me suis dit, mais au fond, les images sont sonores. Et donc après, je suis allée chercher ces photographies. Donc ce travail du son, en fait, il s'est fait vraiment au fur et à mesure. Et puis après, bon, bah, dialysis, je vous ai expliqué un peu le processus. Vous avez vu, c'est très long. Il a fallu explorer l'hôpital, bon, rencontrer des gens, trouver une forêt. Enfin bon, c'était très long. Euh, donc voilà, oui, alors, ça dépend un peu des œuvres, effectivement. Bonjour Clotilde. Bonjour. Je m'appelle Axel, mais je crois qu'on On s'était se déjà connaît, vu. oui. Ouais. Mm. Moi, j'avais deux questions. En fait, je me demande ce que tu soignes quand tu travailles en lien avec le médical. Ce que je soigne, Ouais, alors par là. en fait, en soignant le vivant, je soigne l'homme, déjà, pas l'homme avec un grand H, l'humain. Euh, je soigne un peu l'histoire, je soigne un peu les blessures du territoire. Après, est-ce que je me sens pas vraiment soignante. Je me sens vraiment artiste dans le sens où si je me sentais soignante, bah, je ne serais pas là, je serais dans un hôpital. En fait, moi, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être présente et connectée à ceux qui soignent. Parce que je pense que d'abord, on ne les reconnaît peut-être pas assez. Je suis très impliquée dans la pensée du care, par exemple, qui est une pensée une esthétique, une éthique qui essaie de redonner de la valeur à des gestes et à des pratiques que l'on sous-estime dans notre société de manière générale. On valorise plutôt ce qui rapporte. On est dans une économie capitaliste. Donc, moi, j'ai tendance à dire que les petits gestes de soins, les petits gestes du quotidien, l'attention au vivant, l'attention à ce qu'on mange, à comment on vit, avec qui on vit, comment on partage les choses, ça, ce sont des choses qui font partie d'une éthique du care. Voilà. Donc, en fait, quelque part, en faisant ces images, j'en parle et je soigne de cette manière-là, de manière métaphorique. Et c'est ça que je cherche, en fait. Merci. Ah oui, et j'avais une autre question aussi, mais là, c'est plus. Tu as parlé du son des orchidées qui tintinabulent, et je me demande vraiment comment tu peux enregistrer les orchidées. Ben, en fait, c'est ce qu'elles évoquent, c'est ce que Ok, j'entends, moi. d'accord. Après, peut-être que quelqu'un entendra les orchidées hurler, ça c'est possible, hein. Il peut faire une pièce tout à fait différente. Merci. Juste, il n'y a pas très longtemps, là, j'ai entendu une émission. En fait, ils sont en train il y a des chercheurs qui sont en train de découvrir que il y avait déjà eu cette intuition-là depuis pas mal d'années, mais là, ils sont vraiment en train de le tester de manière vraiment réelle, que le végétal émet du son. Et je crois que même hier soir aux actus, j'ai vu qu'on est en train de soigner des vignes
avec de la musique, parce qu'elles sont réceptives à des sons, en fait, voilà, et qui les soignent. Voilà. Voilà. Merci à vous.